Eh bien, bonsoir à tous pour notre 24e webinaire de la communauté APM Se Nourrir Demain. Nous accueillons ce soir Gabriel Bonneux qui a fondé, alors pas tout seul, hein, je crois, l'entreprise qui s'appelle Lisaqua. Je n'en dis pas beaucoup plus et d'emblée, je te donne la parole, Gabriel. Merci. Alors, je vais juste vous partager mon écran. C'est bon ou pas? Est-ce que ça s'affiche bien chez vous? Oui, Ok, super. Bon, alors, avant de rentrer dans la présentation de l'ISAQUA, notre activité, je vais me présenter moi rapidement. En deux mots, donc, je m'appelle Gabriel Bonneux, j'ai 36 ans depuis hier. Donc, je suis président et cofondateur de l'ISAQUA. Et avant de rentrer dans le monde de la crevette, je n'avais rien à voir avec la crevette. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment j'y suis arrivé. Donc, j'ai une formation école de commerce généraliste à HEC à Paris, sur laquelle j'ai fait une spécialisation dans le financement de projets de l'énergie. Donc, avec l'objectif de travailler dans le financement d'actifs éoliens, solaires ou équivalents. Et ensuite, je suis tombé dans l'innovation. J'ai travaillé pour l'incubateur de start-up Agoranov à Paris. Donc, c'est un incubateur public qui dépend de la mairie de Paris, de tous les réseaux d'écoles Paris Tech, de Normal Sup, qui est spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la deep tech. Donc, c'est des technologies issues des laboratoires publics. Donc, que des chercheurs, des docteurs dans diverses sciences, il y avait des docteurs, des médecins, mais aussi de la technologie, des algorithmes. Donc, des gens qui ont une super technologie et qu'on accompagnait pour créer leur entreprise. Donc, des questions très simples. À partir d'une technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment trouver son marché? Comment monter une équipe? Comment trouver des financements? Donc, j'ai travaillé 9 mois côté accompagnement en tant que jeune entrepreneur en résidence. Donc, avoir un panel de beaucoup de projets, dont la startup Insect, qui était en train de se créer, donc qui élève des insectes pour justement pour ensuite faire de la farine à destination de l'aquaculture ou de l'alimentation animale. Et donc ensuite, je me suis associé à une des startups qui était dans le réseau de l'incubateur. Et donc, je suis devenu associé et responsable commercial marketing de la startup Wizik. Donc là, c'était plus une passion personnelle, on va dire à la croisée de l'innovation et de ma passion qui est la musique. Avec Wizik, on faisait des partitions de musique interactives. Donc on partait d'une partition papier, on travaillait avec des éditeurs de partitions et on rajoutait une surcouche invisible pour rendre la partition interactive et donc être capable de reconnaître des erreurs de rythme, des erreurs de justesse, être capable de faire jouer un accompagnement directement avec un musicien. Donc, on s'adressait à des étudiants en école de musique, en conservatoire et à des musiciens du monde entier. Donc, c'est là que j'ai eu ma première vraie expérience entrepreneuriale. Donc, on a démarré à trois, on avait plusieurs brevets, on a eu plusieurs levées de fonds et on a fini par céder la société en 2015 au leader du secteur. Ensuite, déménagement sur Nantes, 2 ans dans l'univers de la rénovation énergétique, dans l'entreprise EP pour Énergie Perspective, à animer des réseaux d'artisans dans la rénovation énergétique et à travailler avec des grands comptes pour déployer des offres de mise en relation entre des sociétaires, par exemple, d'assurance ou de mutuelles, et et des artisans pour la rénovation énergétique, jusqu'à créer l'ISAQUA. Donc l'ISAQUA, le lien avec mon parcours d'avant, en fait, c'est l'innovation. Créer une entreprise dans la crevette ou dans la partition de musique, les fondamentaux sont assez similaires. C'est qu'on part d'une idée qui peut parfois paraître un peu exotique, un peu farfelue. On commence par une présentation PowerPoint, un fichier Excel, un business plan, et ensuite on convainc. On convainc d'avoir des premiers partenaires, des premiers financeurs, des premiers accompagnateurs, et on fait les preuves petit à petit avec un prototype, puis un deuxième prototype, une preuve de concept, jusqu'à passer à l'échelle. Donc la dynamique est la même. Et donc c'est aujourd'hui le rôle que j'ai chez Lisaqua, c'est de gérer, pour faire simple, tous les aspects qui ne sont ni techniques ni biologiques. Donc c'est vraiment toute la partie création d'entreprise, développement de l'entreprise. Euh, donc voilà, je vais maintenant vous préciser un peu ce qu'on fait avec l'ISAQUA, les différentes étapes qu'on a passées.
Donc, l'Isaqua, on parle de crevettes, plus précisément de crevettes tropicales. Donc, la crevette, c'est le deuxième produit de la mer qui est commercialisé dans le monde, juste après le saumon, pour donner des ordres de grandeur. En France, on en importe chaque année 80 000 tonnes tous les ans. Donc, c'est 80 000 tonnes de crevettes tropicales qui sont importées surgelées depuis des pays d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique du Sud. Donc, par exemple, Équateur, Inde, Chine, Madagascar. Et donc, la crevette, c'est aussi une production qui est en très forte croissance. Là, vous avez un graphique qui montre la croissance de la production. Vous voyez en bleu foncé tout ce qui provient de la pêche. Donc, ça stagne depuis une trentaine d'années. Et c'est l'aquaculture, donc l'élevage qui prend le relais. L'élevage de crevettes a été multiplié par 6 sur les 20 dernières années. Le problème avec l'élevage de crevettes, notamment ces crevettes tropicales qui représentent la grosse majorité, c'est qu'on a plusieurs problèmes environnementaux et au niveau de la biodiversité. Ces crevettes, elles sont élevées dans des bassins en milieu ouvert sur le trait de côte, donc sur toute la ceinture tropicale, ce qui permet du coup d'avoir un renouvellement en eau continu. Donc, on va pouvoir pomper de l'eau propre et oxygénée et du coup relarguer de l'eau riche en effluents en matière organique. Le fait d'être sur ces zones tropicales a un impact sur les zones de mangrove. La crevetticulture est considérée comme le principal coupable de la déforestation de la mangrove. Selon les études, on estime que c'est 40 à 50% de la déforestation de la mangrove qui est liée, qui est causée par la crevetticulture. Donc, c'est des bassins qui sont situés sur le trait de côte. On va raser des forêts de mangroves, donc des palétuviers, pour y installer ces bassins d'élevage. Au-delà de la déforestation de la mangrove, on a des problèmes liés aux effluents qui ne sont pas ou qui sont pas suffisamment traités, donc qui vont être relargués dans l'environnement, donc ce qui va causer de l'eutrophisation du milieu. On va avoir des problèmes de salinisation des sols, donc on fait rentrer de l'eau salée à terre, et parfois les bassins vont aller assez profondément dans les terres. Donc on a des terres qui sont salées et de l'eau salée qui va s'infiltrer dans les nappes phréatiques, donc ce qui va causer des conflits d'usage avec les utilisateurs de ces nappes phréatiques d'eau douce. Donc on a un enjeu environnemental. Et côté consommateur, là on a pris une photo d'une boîte de crevettes dans un magasin à Nantes. Et donc ça résume plusieurs des problèmes. On a un sujet lié à la traçabilité. Aujourd'hui, les crevettes qui sont élevées dans les pays tropicaux sont surgelées juste après la récolte, sont ensuite stockées. Elles peuvent rester stockées jusqu'à 2 ans à l'état surgelé. Elles sont ensuite importées, puis cuites en France par des cuiseurs. Donc, c'est des entreprises comme Delpierre, comme Crustacés, comme Miti, donc, où Intermarché aussi en cuit énormément. Donc, on a la cuisson en France. Et ensuite, on arrive sur une chaîne du froid positif avec une DLC assez rapide. Donc là, après cuisson, on sait que c'est commercialisé dans les 10 à 12 jours. En revanche, avant cuisson, c'est là où la traçabilité est plus floue. Là, on voit sur l'étiquette élevé Nicaragua et autres pays. Donc concrètement, on ne peut pas savoir exactement où elles ont été élevées, où elles ont été pêchées. On a des antibiotiques qui sont utilisés lors de l'élevage. Ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas sur les étiquettes, mais on a des résidus d'antibiotiques dans les crevettes. Et on a également des conservateurs. Là, c'est du métabisulfite du sodium. Donc, ces conservateurs permettent d'éviter une oxydation des carapaces. Donc, c'est des traces noires qui peuvent arriver sur la carapace. Donc, il n'y a pas d'impact sanitaire. Par contre, visuellement, ça dégrade la crevette. Et donc, c'est pour ça qu'on met ces conservateurs. Donc, aujourd'hui, on a des crevettes qui sont élevées à l'autre bout du monde, qui causent un impact environnemental assez fort, qui ont une traçabilité limitée, qui ont des additifs, des conservateurs, alors qu'on a une demande assez massive pour des produits plus locaux, plus traçables, plus simples, plus respectueux de l'environnement. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé l'Isaqua. Donc l'Isaqua, on l'a créé début 2018. Je vais venir après sur l'équipe, je vais d'abord expliquer ce qu'on fait. Donc avec l'Isaqua, on a développé une technologie qui nous permet d'élever des crevettes tropicales. Donc c'est les mêmes crevettes que celles qui sont élevées sur toute la ceinture tropicale, sauf qu'on va pouvoir les élever à proximité des lieux de consommation. Donc aujourd'hui, on est à Nantes, demain, on va être en région parisienne. On peut très bien imaginer une ferme à Lyon, à Toulouse, à Lille, parce qu'on n'a pas besoin d'être collé collés à la mer. Et du coup, on va élever ces crevettes à proximité des lieux de consommation, sans antibiotiques, avec un impact environnemental le plus faible possible. Donc, on est en zéro rejet polluant, parce qu'on va pouvoir réutiliser l'eau dans un circuit fermé. Donc concrètement,
on s'inspire de la nature. En fait, le principe derrière l'Isaqua, c'est un principe de co-culture. On a pris les principes de la permaculture. Donc, on va avoir plusieurs espèces différentes dans nos fermes et chaque espèce va avoir un rôle complémentaire. Donc, on utilise les interactions bénéfiques avec des crevettes, mais également des micro-organismes. Donc, c'est des bactéries, des microalgues et des invertébrés marins. Donc, par exemple, les gambas sont des rejets liquides, c'est de l'ammonium. L'ammonium devient toxique s'il s'accumule dans les bassins. Donc, on a des bactéries qui vont transformer l'ammonium en nitrite puis en nitrate. Ce nitrate va nourrir du plancton qui est dans les bassins et les crevettes vont se nourrir de ce plancton qui est dans les bassins. Donc, on a vraiment une boucle vertueuse où on a cette logique de biofiltration. Donc, au lieu d'avoir un élevage en flux où je pompe de l'eau, je donne à manger de l'aliment et je rejette de l'eau avec des effluents et donc je génère une pollution. On raisonne en cycle où j'ai une quantité d'eau donnée, je donne de l'aliment et ensuite tous les effluents, au lieu de les rejeter, on va pouvoir les traiter en interne grâce à ces boucles de bioconversion. Donc nos effluents en fait deviennent des nutriments pour les crevettes. Donc ça, c'est le principe biologique à l'origine de l'Isaqua, c'est qu'on veut vraiment travailler sur la logique rien ne se perd, tout peut se transformer et se réutiliser, donc sur cette logique circulaire. Euh, on travaille en plus, au-delà de cette brique biologique, on a toute une brique de modélisation. Donc on a un système qui est très complexe avec plusieurs espèces, parce qu'on a des crevettes, on a des bactéries, on a des microalgues, donc plusieurs espèces qui cohabitent, chacune consomme de l'aliment, consomme de l'oxygène. Donc on a développé un jumeau numérique de la ferme avec des outils de modélisation prédictive de l'élevage. Donc aujourd'hui, on est capable d'anticiper les évolutions de la qualité de l'eau, d'anticiper la croissance des crevettes, par exemple plus d'un mois avant la date de récolte, on peut estimer avec 95% de précision la biomasse qu'on va récolter le jour J. Donc ça, c'est des outils qui nous permettent vraiment d'avoir une aquaculture de précision. Donc l'impact, c'est qu'on peut utiliser uniquement la bonne quantité d'aliments. Donc j'en donne ni trop peu, ni trop. Donc pour éviter d'avoir de l'aliment en trop, qui pourrait générer des rejets, et pour avoir une bonne croissance des crevettes. Et le dernier point, donc, c'est qu'on travaille sur un design, donc c'est toute la partie hardware de notre innovation. On a aussi dans l'équipe des ingénieurs qui travaillent sur l'agencement des bassins, sur le format des bassins, comment on oxygène, comment on transfère, comment on compte les crevettes. Parce qu'aujourd'hui, l'élevage de crevettes en ferme terrestre, indoor, comme on le fait, en fait, n'existe pas. On peut s'inspirer de ce qui se fait dans la crevetticulture conventionnelle, on peut s'inspirer de ce qui se fait dans le poisson, dans la pisciculture indoor. Mais la crevetticulture indoor, aujourd'hui, c'est encore un terrain quasi vierge. On a plusieurs projets qui se lancent en parallèle, mais il n'y a pas encore de design figé où on peut se dire bah, on construit une ferme sur étagère, on a toutes les règles, donc il y a des choses qui restent à ajuster. Donc voilà, c'est ces innovations qui nous permettent de produire des gambas localement, sans antibiotiques, sans effluents polluants. Ces innovations, on les a développées avec notre équipe en interne, mais également avec des partenariats de recherche, par exemple AgroCampus Ouest, une école d'agro à Rennes. Donc on travaille vraiment en réseau avec des laboratoires publics pour aller chercher les bonnes compétences dans les bons réseaux. Et on a un premier brevet qui a été déposé fin 2021. Donc tout l'enjeu de ce qu'on fait, c'est de produire plus efficacement avec moins de ressources, donc de manière plus durable. Donc ça nous permet d'utiliser 20% d'aliments en moins par rapport à la crevetticulture conventionnelle. Ça nous permet de supprimer tous les antibiotiques, d'utiliser moins de foncier, parce qu'on a un élevage qui est beaucoup plus compact. Ça nous permet d'utiliser 200 fois moins d'eau. Donc nous, on va uniquement compenser l'évaporation dans notre bassin, plutôt que d'avoir à renouveler plusieurs fois le volume d'eau quotidiennement. On garde la même eau en permanence et en fait, on élève autant l'eau que les crevettes. Concrètement, notre métier, c'est de conserver une eau de qualité pour que les crevettes grandissent efficacement. Et donc, le fait de travailler dans des fermes locales nous permet vraiment d'avoir une traçabilité optimale entre la pêche du jeudi après-midi et l'étal du poissonnier le vendredi matin. On a moins de 24 heures, donc c'est des choses qui sont très rapides. Donc, c'est vraiment dans la dynamique farm to fork où on peut aller de chez nous à l'assiette du consommateur rapidement avec peu de kilomètres et une très bonne traçabilité. Euh, donc nos crevettes, on va venir un peu après sur le marché, mais c'est vraiment une crevette qui se différencie parce qu'aujourd'hui le marché est composé
par de la crevette qui est importée, surgelée, qui est ensuite soit vendue crue, surgelée, soit cuite, puis vendue fraîche. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de crevettes, donc de gambas élevées localement et disponibles toute l'année. On a quelques tonnes de gambas qui sont élevées en Charente-Maritime par des ostréiculteurs, mais ça se compte en 100 à 150 tonnes par an sur les 80 000 tonnes qu'on consomme en France. Donc, on n'a pas encore d'offres qui puissent fonctionner à grande échelle avec une crevette made in France et respectueuse de l'environnement, garantie sans conservateur, sans antibiotiques. Nos crevettes, donc par rapport au marché, il y a vraiment cette différenciation, ce que j'évoquais. Il y a une qualité intrinsèque, le fait d'avoir une crevette qui n'est pas traitée. Donc il y a une différence sur la texture, une différence sur le goût, il y a beaucoup moins de sel. Et il y a aussi une différence sur les promesses. On est sur un marché où, donc, comme je le disais, les crevettes sont importées, traçabilité limitée avec des conservateurs, des antibiotiques. Et nous, on peut cocher toutes les cases donc, des attentes des consommateurs avec un produit local, traçable, garanti sans additifs et sans effluents polluants. Donc aujourd'hui, on commercialise nos crevettes crues. Donc là, vous avez une photo sur la droite. Donc c'est des crevettes qui effectivement sont grises avant d'être cuites, même si c'est exactement les mêmes crevettes que celles qu'on peut acheter orange ou rouge après cuisson. On a démarré le projet à 3 début 2018. Donc à l'origine du projet, c'est Charlotte qui est chercheuse en biologie marine, qui a fait sa thèse au Muséum d'histoire naturelle de Paris et à Jussieu, Paris 6, sur les mérous et leurs parasites branchiaux en Nouvelle-Calédonie, dans le monde Pacifique. Elle a ensuite travaillé au ministère des Pêches et des Océans du Canada en postdoc. Et donc c'est là qu'elle a découvert tous les travers de l'aquaculture intensive avec beaucoup d'effluents et donc une pollution des écosystèmes et une utilisation massive d'antibiotiques ou d'antiparasitiques dans les élevages de poissons. Et elle a aussi découvert une nouvelle méthode d'aquaculture qui s'appelle l'aquaculture multitrophique intégrée. Donc, l'aquaculture multitrophique intégrée, le principe, c'est qu'on utilise différentes espèces qui vont cohabiter, donc différents niveaux trophiques de la chaîne alimentaire. Et donc, pour donner un exemple concret, on va avoir une cage de saumon, par exemple, en pleine mer. On va modéliser la courantologie pour voir où vont les rejets sous cette cage de saumon. Et on va accrocher de manière stratégique des cages avec des concombres de mer, avec des algues, avec des moules, des huîtres. Donc, que des organismes qui sont filtreurs ou détritivores, ce qui nous permet de valoriser tous les effluents, donc de limiter l'impact environnemental de l'espèce principale. Donc, l'idée à l'origine de l'ISAQUA, c'est de reproduire cette logique de coculture donc, qui a été développée notamment au Canada, mais de faire ça en système terrestre, complètement contrôlé, parce que faire ça en pleine mer permet de résoudre partiellement le problème des rejets, mais ne résout pas le problème des risques de contamination. En pleine mer, on travaille sur les rejets, mais on a toujours des problèmes, notamment sur les poissons de poux de mer ou d'autres maladies. Et donc, le fait de faire ça à terre nous permet de contrôler parfaitement les rejets et surtout de s'affranchir des antibiotiques parce qu'on va pouvoir contrôler tout ce qui rentre dans les bassins. Donc, on peut filtrer l'eau à l'entrée et on ne donne que de l'aliment, on n'utilise que des larves qui sont garanties sans pathogènes. Alors, Voilà. question, quel est l'aliment, hein, quelle est la source d'alimentation? Nous, on nourrit nos crevettes avec du granulé aquacole, qui est le même que celui qui est donné sur les élevages à Madagascar, par exemple, sur la crevette bio. Donc, c'est un aliment dans lequel on a une partie végétale, une partie animale. Donc, la partie animale, c'est de l'huile et de la farine de poisson. Je vais y venir après, mais c'est un des gros D'accord. enjeux pour nous de décarboner l'aliment avec des sources alternatives. Voilà, donc l'équipe, on a démarré à 3. Charlotte, toute la partie biologie, recherche et développement, innovation. Caroline, ma deuxième associée, elle avait un parcours de 8 ans chez Areva dans l'extraction de minerais. Donc, gérer toute la partie des techniques d'ingénierie sur les premières étapes. Et donc, moi, Gabriel, avec une expérience un peu plus généraliste, a piloté tous les sujets de création d'entreprise. Aujourd'hui, on est 33 à temps plein. On a donc 3 chercheurs en biologie marine, on a des ingénieurs aquacoles, des techniciens ouvriers aquacoles, on a des ingés sur toute la partie modélisation, automatisme, des gens qui proviennent de la pétrochimie. Donc, on est vraiment au carrefour de l'industrie, de l'aquaculture, de la biologie, de la production, de la R&D, pour couvrir tous les besoins du projet.
Donc, notre ambition, c'est de déployer un réseau de fermes. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le marché est gigantesque. 10 millions de tonnes de crevettes par an. En Europe, on en importe 300 000 tonnes. En France, 80 000 tonnes tous les ans. Aujourd'hui, on produit 10 tonnes. Donc, 10 tonnes sur 80 000 en France, il y a de l'espace. Nous, l'ambition, c'est de déployer un réseau de fermes en France puis en Europe pour atteindre 10 000 tonnes par an en cumulé. Donc, ce qui représente à peu près 20% du marché haut de gamme à l'échelle européenne. On a démarré début 2018 avec différentes échelles prototypes. Donc, concrètement, on a démarré dans un aquarium dans le salon de mon associée Caroline. Puis ensuite, on a été dans une salle de réunion prêtée par la métropole de Nantes. Puis ensuite, dans un petit hangar de 100 mètres carrés. Puis un autre déménagement dans un nouveau hangar jusqu'à arriver dans notre ferme pilote actuelle, dans laquelle on peut produire 10 tonnes par an. Donc, on a déjà déménagé 5 fois en 4 ans. Donc, ces étapes nous ont permis de développer la technologie, de valider sur des échelles successives que le principe de coculture fonctionnait, qu'on était capable d'élever nos crevettes dans des fermes terrestres, donc déconnectées de la mer. Et ça nous a aussi permis de tester le marché. Nos premières crevettes ont été commercialisées tout début 2019. À l'époque, on n'en avait que 2 kilos toutes les 6 à 8 semaines. Ensuite, on est passé sur 50 kilos tous les 3 mois, puis 200 kilos tous les 3 mois, jusqu'à arriver à 200 à 300 kilos par semaine, ce qu'on fait actuellement. Et donc, on n'a pas attendu de mettre en place une vraie installation pilote pour tester le marché, parce que moins d'un an après la création, on avait des crevettes à faire tester, à faire goûter. Aujourd'hui, on exploite une ferme pilote qui est à Saint-Herblain, donc juste à côté de Nantes, qui nous permet de produire 10 tonnes de crevettes par an. Donc, cette ferme, c'est le maillon qui nous permet de passer de la phase de R&D, de prototypage, à la phase de déploiement à grande échelle. Cette ferme nous permet de prouver sur une échelle représentative que notre technologie fonctionne d'un point de vue biologique, d'un point de vue process, d'un point de vue automatisme. Ça nous permet de prouver que le marché est au rendez-vous. Aujourd'hui, on commercialise 200 à 300 kilos de gambas par semaine auprès de poissonniers, de restaurateurs en France entière. On travaille avec des grossistes, on échange avec des distributeurs à l'échelle nationale. Donc, on a pu valider l'appétence du marché et valider qu'il y avait vraiment de quoi déployer nos fermes à plus grande échelle. Et donc, on est en train de travailler sur ce passage à l'échelle avec la mise en place dès l'année prochaine d'une première ferme où on va faire un facteur x10. Donc là, on va s'implanter en Seine-et-Marne. On va construire une ferme qui va récupérer et valoriser la chaleur résiduelle d'un incinérateur, donc à quelques kilomètres de Meaux, donc dans la ville de Monthyon. Donc, on va d'abord faire une première brique qui va produire 100 tonnes de gambas par an, et ensuite, on va l'agrandir pour arriver à 500 tonnes par an. Tout notre déploiement à grande échelle, on l'envisage dans une logique d'écologie industrielle. La crevette dont je parle depuis tout à l'heure, c'est une crevette tropicale. Donc, qui dit crevette tropicale dit eau chaude à maintenir à 28 degrés toute l'année. Et donc, on a un enjeu à la fois économique et environnemental à trouver des sources de chaleur qui soient fiables, qui soient économiques et surtout qui soient durables. Et donc, on va se coller à des installations qui disposent de chaleur résiduelle. Ça peut être des incinérateurs, ça peut être des méthaniseurs, des data centers, des chambres froides, des réseaux de chaleur urbains. Donc, il y a énormément de sources de chaleur, sachant que nous, on peut exploiter des sources de chaleur en basse température. Je prends l'exemple d'une briquerie. Par exemple, on en a une pas très loin de Nantes. Une briquerie va avoir un haut fourneau qui monte à 1000 degrés pour cuire ses briques. Ils vont ensuite récupérer cette chaleur pour faire un séchoir. Donc, il va encore y avoir de la chaleur à 600 degrés. Ils vont ensuite récupérer la chaleur résiduelle pour chauffer tous les locaux. Ils vont arriver sur de la chaleur à 100 degrés. Et en bout de chaîne, il reste encore de la chaleur à 60-70 degrés. Qui est assez massive, mais qui est trop faible pour être utilisée en input pour vraiment actionner un nouveau process. Parce qu'avec 60 degrés, on ne peut pas faire de cuisson, on ne peut pas faire de séchage, on peut moins activer de process. Et nous, vu qu'on est sur une logique de maintien en température d'une eau, en fait, on peut exploiter des chaleurs vraiment basse température de 45, 50, 60 degrés, qui aujourd'hui n'intéressent pas les industriels ou les réseaux de chaleur urbains parce que trop faibles. Donc, il y a un gisement assez massif sur lequel on travaille. Donc, on a ce projet d'implantation dès l'année prochaine. On va démarrer la construction au printemps. On a déjà le permis de construire, on a les autorisations environnementales et on est en train de financer ce projet.
Et on travaille en parallèle sur le déploiement d'un réseau de fermes, sachant qu'entre le moment où on identifie un site potentiel et le moment où on peut construire la ferme, il faut compter entre 18 mois, entre 1 an et demi et 4 ans, parce qu'on a besoin de trouver la source de chaleur, de contractualiser l'accès à la chaleur sur le long terme. On a besoin de trouver le foncier, d'acheter ou de louer le foncier. On a besoin d'avoir les autorisations environnementales. Et donc, nous, on va construire une première ferme dès 2024. Et l'objectif, c'est à partir de 2027 de rapidement dupliquer le modèle, donc de paralléliser la construction. Donc, pour être en mesure de paralléliser la construction dans 3 ou 4 ans, en fait, on est déjà en train de construire ce portefeuille de projets. Donc, aujourd'hui, on a ce projet en Seine-et-Marne qui est officiel, contractualisé et public. En revanche, on a une vingtaine d'autres projets sur lesquels on travaille, dont 3 qui sont prêts à déployer. Donc, on a juste qu'on maintient en stand-by le temps de d'abord construire notre première étape. Ensuite, on va rapidement passer à l'échelle avec ce réseau de fermes. Et on fait le choix de déployer un réseau de fermes de taille intermédiaire plutôt que de construire une méga ferme sur un seul site pour des questions d'acceptabilité environnementale. À construire un projet trop gros, on risque d'avoir des blocages réglementaires ou des blocages au niveau des associations environnementales ou des riverains. Et c'est aussi une logique stratégique à la fois d'atteindre les bonnes économies d'échelle et surtout de se rapprocher des différents marchés. Ça nous permet de déployer plusieurs fermes à échelle régionale pour avoir une logistique la plus courte possible en travaillant avec des marchés d'intérêt nationaux les plus proches de chaque installation. Donc aujourd'hui, bah voilà, notre installation, si on la décrit, on est dans un hangar logistique. Et donc on a des bassins qui nous permettent d'élever ces crevettes. Donc la recette est assez simple, c'est de l'eau, une biodiversité très riche dans les bassins qu'on maîtrise et qu'on monitore au quotidien, donc des microalgues, des bactéries, de l'oxygène. Tous les fils bleus que vous voyez, c'est les arrivées d'oxygène, donc c'est la chose la plus précieuse dans l'installation, et de la chaleur. Donc, ensuite, toute la technicité et la subtilité est dans la manière dont on gère l'installation au quotidien. Mais la partie vraiment matérielle, c'est relativement simple. Il y a peu d'automatisme, il y a peu de parties mobiles. Donc, c'est vraiment des bassins d'élevage, mais où tout est contrôlé. Donc, sur notre installation à Saint-Herblain actuellement, donc on a une partie grossissement qui nous permet de produire ces 10 tonnes de crevettes par an. On a également mis en place une écloserie de crevettes. Donc aujourd'hui, on fait la reproduction de ces crevettes pour avoir nos propres larves. On a toute une zone de recherche et développement, donc des labos de R&D pour continuer à travailler sur l'optimisation de la densité, sur la sélection des larves, sur l'optimisation de l'aliment, différents tests d'aliments, donc qui nous permettent de faire des tests sur des petites échelles pour ensuite les transposer sur les élevages. Et on travaille également sur tout le volet des invertébrés marins qui valorise les effluents des crevettes, toute la partie solide. Voilà, donc, comme j'évoquais le projet en Seine-et-Marne, c'est vraiment cette logique d'écologie industrielle. Donc, c'est un projet de partenariat de territoire. C'est un projet qu'on mène avec Veolia, qui est exploitant de l'incinérateur, et avec le SMITOM, qui est le syndicat de gestion et de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne. Du coup, ce type de projet peut voir le jour et peut fonctionner parce qu'on a à la fois une volonté politique. On a été accueillis sur le territoire par les élus qui souhaitaient mettre en place ce projet d'écologie industrielle. Donc, il y a une volonté politique et il y a aussi une volonté industrielle parce que c'est concrètement l'exploitant, donc la Veolia, qui est aux manettes de l'incinérateur sur la durée de sa délégation de service public. Donc nous, dans les différents sites sur lesquels on travaille, on fait vraiment attention à avoir ce critère d'avoir vraiment l'industriel et le politique qui soient les deux au rendez-vous et les deux intéressés. Parce que sinon, on peut prendre le risque d'avoir un élu qui pousse le projet, mais on arrive avec des freins techniques. Ou au contraire, un industriel qui va pousser le projet, mais ensuite on a des problèmes réglementaire ou politique, parce que c'est l'élu qui a la main sur le PLU, qui a la main sur les autorisations. Donc c'est vraiment un projet de territoire sur lequel on travaille depuis 2 ans. Donc ça fait depuis mi-2021 qu'on travaille pour arriver sur une construction au printemps 2024.
voilà sur la présentation globale donc, de l'activité de l'ISAQUA. Ensuite, pour présenter quelques problématiques, je voulais faire un petit zoom sur trois points, enfin deux principaux points, notamment un point qui est lié au fait qu'on a une activité qui aujourd'hui est nouvelle en France métropolitaine, et donc on a tout à défricher, tout à créer, donc ce qui pose plusieurs enjeux. Concrètement, aujourd'hui, la crevette, on la connaît dans le monde entier. On la connaît en Guyane, on la connaît en Nouvelle-Calédonie, mais la crevette tropicale en France métropolitaine n'existe pas. Donc, on a eu plusieurs challenges. Par exemple, un premier challenge réglementaire. On a en France toute une réglementation pour la protection de l'environnement, la réglementation ICPE, donc installation classée pour l'environnement, où on a plusieurs cadres qui encadrent différentes activités, dont une activité qui est la pisciculture. La pisciculture, c'est l'élevage de poissons. Nous, on fait de la crevette, donc de la crevetticulture. Donc, on ne rentrait pas dans cette case de pisciculture. Donc, on a échangé avec les différentes instances, notamment la DTPP ou des instances dépendant des préfectures, pour identifier le bon cadrage réglementaire. Et donc, n'ayant aucun cadre adapté à la crevette, on a dû mettre en place une démarche de co-construction, d'échange avec les instances administratives pour identifier quelles étaient les bonnes règles pour encadrer notre activité. Donc, c'est des choses qui prennent du temps, qui sont complexes, donc on s'est fait accompagner sur ce sujet. Et on a eu, il y a 15 jours, donc 2 ans après le démarrage du projet, la validation par la préfecture des prescriptions spécifiques pour le projet. Donc, il y a des choses sur lesquelles la crevette, tout le monde le connaît, mais par contre, l'élevage de crevettes en France n'existe pas, donc ce cadre était à réécrire. On a des enjeux liés au sourcing, notamment des matières premières. Pour élever des crevettes, il faut avoir des larves de crevettes. Il n'y a pas encore d'industrie ou de filière crevetticole en Europe, donc ni en France. Et donc, on n'a pas non plus d'écloserie de crevettes en France ou en Europe. Donc, quand on a démarré le projet, on a, nous, d'abord importé nos larves en provenance des États-Unis, parce que des écloseries, on en a un peu partout dans le monde sur la ceinture tropicale, mais l'Europe est un territoire qui est aujourd'hui indemne de tout pathogène lié aux crevettes. Et donc, la Commission européenne a mis en place des règles assez strictes pour restreindre l'import de crevettes vivantes. Et donc, le seul pays autorisé à envoyer des crevettes vivantes en Europe, c'est les États-Unis. Donc, nous, étant éleveurs en France, on était obligé d'importer nos larves depuis les États-Unis. Aux États-Unis, c'est des écloseries qui sont situées soit à Hawaï, soit en Floride, soit au Texas. On fait un flashback en 2018-2019. On a eu plusieurs ouragans arrivés en Floride, donc avec des écloseries qui se sont mises en pause. Puis le Covid qui a limité le transport de larves, enfin qui a globalement coupé tous les flux. Donc on a eu des moments un peu complexes où on ne pouvait pas avoir de larves. Du coup, on a décidé de lancer notre propre écloserie pour justement impulser cette filière européenne. C'est toujours une logique de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il faut d'abord lancer de l'élevage ou d'abord lancer une écloserie? On a besoin des deux en même temps. Donc nous, on a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et donc depuis 1 an, on est aujourd'hui autonome. On a notre propre écloserie de crevettes pour approvisionner nos fermes de grossissement. On a également un enjeu RH sur le recrutement. On a en France des lycées aquacoles qui sont très bons, mais qui forment des aquaculteurs sur du poisson ou sur des coquillages, sur de la moule, sur de l'huître, qui sont les principales cultures en France. Du coup, des salariés, ouvriers, techniciens aquacoles spécialisés sur la crevette, on en a peu. On en a certains qui sont allés faire leur carrière, notamment en Nouvelle-Calédonie, là où on a une filière crevetticole. En revanche, on a peu de main-d'œuvre directement formée, ni sur la crevette, ni sur des techniques d'aquaculture indoor, telles qu'on le fait. Donc, nous, on est allé chercher les bons experts là où ils étaient, donc notamment des gens qui avaient travaillé en Nouvelle-Calédonie. Et on a surtout mis en place un process de formation qui aujourd'hui nous permet de former très rapidement des gens qui ne connaissent pas la crevette sur ce métier d'élevage de crevettes en indoor. Donc ça, c'est un vrai enjeu.
on est sur un métier où tout le monde postule, mais peu de personnes l'ont déjà fait avant de venir l'exercer. On a des enjeux financiers. Toutes les étapes de développement ont généré des investissements assez significatifs. Pour donner des ordres de grandeur, l'installation pilote qui nous permet de produire 10 tonnes de crevettes à Nantes, c'était un investissement d'un peu plus de 2 millions d'euros. Donc on a financé tout le projet avec un triptyque d'investissement en capital, donc des levées de fonds, avec des accompagnements publics, des aides, des avances récupérables de BPI France, de la région, de l'État ou de l'Europe. Et ensuite, le troisième pilier, c'est des emprunts bancaires. En revanche, on est sur une activité que les gens ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. Donc, on n'a pas encore de métrique, de rentabilité, de profitabilité. On est sur une activité qui est toute neuve. Donc, on est parti d'un aquarium, puis une piscine de jardin, puis 5 piscines de jardin, puis une petite installation, puis une moyenne installation. Du coup, on a besoin d'inspirer confiance sur quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais été fait. Du coup, là, on a vraiment travaillé étape par étape, au lieu de se dire on a un premier prototype et on va directement investir 30, 40 millions d'euros dans une très grosse ferme. On a répliqué notre technologie sur des échelles successives. Et donc, on a vraiment déployer le modèle étape par étape en se disant bah, on a une petite ferme. Au début, le premier investissement, c'était peut-être 5-10 000 euros. Puis ensuite, on est passé à 40 000 euros d'investissement, puis 200 000 euros d'investissement. Donc, on a vraiment fait la stratégie des petites marches pour rassurer tous nos partenaires en prouvant que ce qu'on avait présenté sur le papier et dans la feuille de route fonctionnait. Donc, on a vraiment eu la logique. Voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on a fait, et on a la preuve que ce qu'on avait prévu a bien été réalisé pour rassurer. Donc il y a vraiment cet enjeu de ne pas vouloir survendre le projet avec le risque de créer un doute chez les financeurs, sachant qu'on sait qu'on a une nouvelle activité. Et donc le besoin d'être très fiable pour embarquer tous nos partenaires à nos côtés. On a des enjeux marketing et logistique. La crevette, c'est un produit qui est massif en France, 80 000 tonnes qui sont commercialisées en poissonnerie, en grande distribution. En revanche, aujourd'hui, on connaît la crevette cuite. La grosse majorité des crevettes qu'on voit sur les étals sont oranges, sont déjà cuites. On connaît également la crevette crue, mais qui va être plutôt vendue en surgelé dans les rayons surgelés de la grande distribution ou chez Picard, par exemple. Une crevette fraîche, crue, aujourd'hui, ça n'existe pas. La première réaction des poissonniers, c'était, mais moi, si j'ai une crevette crue, non surgelée sur l'étal, les gens vont penser que c'était une crevette vivante qui est morte sur l'étal, donc c'est pas forcément un signe de fraîcheur. Donc il y a des choses où il faut réajuster un peu la proposition de valeur en expliquant pourquoi la crevette, c'est une nouvelle manière de la présenter. Il y avait du surgelé, il y a du cuit, maintenant il y a du frais qui n'est pas cuit. Donc, c'est des enjeux de communication, de pédagogie auprès des consommateurs, auprès des poissonniers. Et assez lié, on a aussi des enjeux logistiques. Aujourd'hui, on est sur un secteur où toute la chaîne est construite sur une logistique du surgelé. Donc, la crevette va être élevée en Inde, surgelée, et ensuite donc, transportée en container, stockée en surgelé, puis cuite. Et après cuisson, il y a des conservateurs qui permettent d'avoir une DLC de 12 jours. Là où nous, on arrive sur une logistique du produit frais, donc avec une logistique beaucoup plus courte, beaucoup plus efficace, sans être pour autant situé sur les routes logistiques conventionnelles du frais. On n'est pas à Boulogne-sur-Mer, on n'est pas à Lorient, donc on n'est pas relié au crier, là où passent traditionnellement tous les produits frais. Donc on a aussi des enjeux à recréer des routes logistiques pour être capable d'acheminer nos crevettes partout en France, dans les bons délais, avec les bons transporteurs. Donc, on a aussi eu un enjeu pour avoir toutes ces routes logistiques sur le territoire français. Voilà, donc ça, c'est les principaux enjeux qu'on a rencontrés de manière assez synthétique sur le fait de créer une nouvelle activité sur un territoire donc, qui ne connaissait pas l'élevage de crevettes jusqu'à maintenant. L'autre aspect sur lequel je souhaitais vous donner quelques éléments, c'est le côté environnemental. L'ISAQUA, pour l'origine du nom, en fait, c'est l'acronyme de Low Impact and Sustainable Aquaculture, LIS Aqua.
Nous, on a vraiment créé l'ISAQUA dans une logique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de produire plus efficacement, mais surtout avec moins de ressources et de manière plus durable. Donc, on a eu une logique où on a mis directement l'impact au cœur du projet et on a imaginé le projet pour diminuer l'impact environnemental. Plutôt que de se dire on va élever des crevettes en France parce qu'il y a une technologie qui marche et ensuite on va regarder comment diminuer son impact, on a plutôt dit il y a un problème environnemental et du coup on va trouver une manière qui permet de diminuer cet impact. Euh, donc pour ça, on a une analyse assez exhaustive de la notion d'impact. Donc on a décortiqué toute la chaîne de l'élevage, de la larve jusqu'à la distribution, en incluant l'alimentation, la reproduction, la logistique, la surgélation, toutes ces étapes. Donc on a mené un travail d'analyse de cycle de vie avec un cabinet spécialisé qui nous a permis de mettre le doigt sur les principaux impacts. Et on en parlait juste avant, l'aliment fait partie des gros points d'amélioration. Et donc, avec cette vision 360 degrés, on a vraiment essayé de travailler sur tous les éléments. Si je résume quelques impacts de l'élevage de crevettes en France, élever une crevette en France, ça va impliquer de traiter des effluents. Parce que si on ne fait rien, on a des rejets organiques qui peuvent être relargués dans l'environnement, donc générer de la pollution du milieu, de l'eutrophisation. On a un sujet de chauffage, vu qu'on est sur une espèce tropicale qu'on veut élever dans un pays tempéré. Donc, on a un risque de pollution liée au gaz à effet de serre. Et on a un impact lié à l'aliment, parce que la production de l'aliment elle-même a un impact sur l'environnement. Donc, on a pris tous ces sujets un par un. L'origine du projet, c'est vraiment cette boucle de bioconversion. Donc, les effluents organiques, on a mis en place ces systèmes de bioconversion, donc avec ces systèmes de co-culture qui nous permettent de supprimer cette pollution environnementale. Le sujet du chauffage des bassins, donc c'est cette logique de valorisation de la chaleur résiduelle d'incinérateurs, de méthaniseurs, qui nous permet d'économiser énormément de tonnes de CO2. Pour donner un ordre de grandeur, l'impact carbone de notre crevette, si on la chauffait au gaz, serait 4 à 5 fois supérieur par rapport à ce qu'on fait avec cette chaleur résiduelle. Donc c'est vraiment un enjeu économique, parce que c'est une chaleur qui est moins chère, mais surtout un enjeu environnemental. En fait, pour nous, ce serait un non-sens d'élever ces crevettes si on devait brûler du gaz ou utiliser l'électricité au quotidien. Et le dernier point, donc, sur l'aliment, aujourd'hui, l'aliment a un impact environnemental fort, parce qu'il contient des farines, des huiles de poisson. Il contient en toute petite partie du krill, donc c'est des protéines qui proviennent de la pêche, et les bateaux de pêche eux-mêmes génèrent une forte pollution. Donc on a un enjeu à les remplacer. On a deux sources pour les remplacer. Soit on raisonne uniquement avec le même aliment, mais en changeant le sourcing. Donc je continue à utiliser de la farine ou de l'huile de poisson, mais je vais chercher cette farine et cette huile de poisson dans l'industrie du filetage. Aujourd'hui, à Boulogne-sur-Mer, à Lorient, on a des usines de filetage qui font des filets et qui génèrent aussi des rejets, des têtes, des arêtes, de la peau de poisson, qui vont majoritairement vers le pet food. Du coup, nous, un des objectifs, c'est d'arriver à rerouter une partie de ces coproduits de l'industrie du filetage vers les moulins à aliments. Donc, justement, des gens comme Cargill, on en parlait tout à l'heure, ou des gens comme Le Goëssan, pour avoir un aliment qui contienne des produits qui soient sourcés dans une logique circulaire. L'autre piste de travail, c'est de travailler avec des protéines alternatives. Aujourd'hui, on a différentes sources de protéines qui émergent, de la farine d'insectes, on a des protéines qui proviennent de microalgues, on a des protéines qui viennent de fermentation bactérienne. Du coup, ça, c'est des projets sur lesquels on a des plans de R&D en cours, et on doit toujours analyser l'impact sur la performance de l'élevage, analyser l'impact économique, parce que c'est des protéines qui ont également un coût, et analyser l'impact environnemental, et s'assurer que ces protéines alternatives vont bien avoir le bon impact positif sur l'environnement. Donc voilà, on a cette vision assez 360 degrés, et on a en plus décortiqué toutes les étapes de la chaîne d'élevage pour travailler sur chacun des éléments.
Cette notion d'impact, du coup, pour arriver à optimiser et diminuer l'impact de notre élevage, on a une logique d'objectivation, de mesure. Donc ça, c'est pour ça que quand on a fait cette analyse de cycle de vie, ça nous permet de sortir des indicateurs clés. On ne peut pas tout suivre, et il n'y a pas d'intérêt à suivre 70 indicateurs d'impact. Donc aujourd'hui, on est en train de faire un travail pour sélectionner les indicateurs clés et décider sur quoi on veut s'engager. Donc on se fixe des cibles et ensuite on peut mesurer les progrès, les objectifs. Donc il y a vraiment cette logique d'objectivation de l'impact. Et on va aussi, du coup, dans cette même logique d'objectivation et de mesure de l'impact, une logique de hiérarchie des enjeux. On a envie de travailler sur tous les aspects en même temps, sauf que chaque aspect représente un programme de R&D, représente des coûts, représente des ingénieurs, des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et donc, on hiérarchise les différents sujets. Je prends un exemple. Quand on a franchi les différentes étapes, on était prêt début 2019 à mettre en place une première ferme pilote et on prévoyait d'implanter cette ferme dans une logique d'écologie industrielle, donc de récupérer la chaleur d'un méthaniseur proche de Nantes. Le Covid est arrivé et donc on a été confronté à un choix. Soit on attendait que le Covid passe pour pouvoir redémarrer notre projet, donc de coller notre installation pilote à une source de chaleur résiduelle, et c'est le choix qu'on a fait, on a pris cette logique plus pragmatique de dire tant pis, on avance quand même, et du coup on met en place cette ferme pilote en se chauffant différemment, avec notamment de l'électricité, parce qu'on a considéré qu'à l'échelle du projet, il fallait d'abord prouver que notre process d'élevage technique, biologique fonctionnait et que ensuite on pourrait travailler sur cette source de chaleur. Et du coup, on a décidé d'abord valider, on va dire, la technologie parce que la récupération de chaleur résiduelle, c'est pas un projet de R&D en soi, c'est juste du partenariat, de la colocalisation d'activités. Mais aujourd'hui, le risque chez l'Isaqua, il n'est pas sur la capacité à chauffer les bassins avec une source résiduelle. Donc, on a fait ce choix de se dire, bah, on avance sur le pilote sans cette chaleur résiduelle et on repousse cette chaleur résiduelle à plus tard. Donc maintenant, pour toutes les prochaines fermes, ça devient quelque chose de non négociable de récupérer cette chaleur résiduelle. On a des réflexions en cours également sur la logique d'artificialisation des sols. On cherche en priorité des sites qui disposent de bâtiments déjà construits pour réaménager des installations. Mais du coup, ça rajoute une brique de complexité sur la recherche parce qu'on cherche à la fois une source de chaleur avec un bâtiment libre et utilisable pour faire de l'aquaculture à côté. Et donc, on a des questions de savoir est-ce que c'est plus important de prendre un bâtiment existant pour ne pas artificialiser des mètres carrés en France, ou est-ce que c'est plus important de produire ces crevettes respectueuses de l'environnement et du coup d'éviter la déforestation de la mangrove dans les zones tropicales. Donc c'est toujours des enjeux où on se pose en permanence des questions. Donc on se pose à la fois nous en interne, mais avec nos partenaires, que ce soit les investisseurs, les partenaires de R&D, les collectivités locales qui nous accueillent, pour à chaque fois trouver le bon compromis. Euh, on travaille également sur la création de nouveaux indicateurs, notamment sur la biodiversité. Aujourd'hui, on sait assez bien convertir un impact environnemental en tonnes de carbone. Et souvent, la manière dont on communique sur une analyse de cycle de vie, c'est cet indicateur en émissions de gaz à effet de serre. En revanche, la biodiversité va beaucoup plus loin que le simple carbone. On a des logiques de déforestation, de reproduction des espèces, de biodiversité, des bactéries, de la faune, de la flore, de qualité de l'eau. Et du coup, nous, on souhaite travailler, donc là, on travaille avec un cabinet qui a un projet justement d'objectivation de la biodiversité sur la pêche et l'aquaculture. L'objectif, c'est d'arriver à définir un indicateur qui puisse objectiver l'impact d'une activité sur la biodiversité, notamment la biodiversité marine, pour arriver à donner une valeur. Par exemple, aujourd'hui, on ne prend pas en compte la déforestation de la mangrove. Si on regarde l'analyse carbone
d'un élevage de crevettes. On va uniquement considérer la mangrove comme un puits de carbone. Donc, on va convertir un hectare de mangrove en X kilos ou tonnes de carbone qui ne sont pas stockés. On ne va pas prendre en compte le rôle écosystémique de la mangrove, le fait qu'on a des espèces qui se reproduisent, des espèces qui fraient dans les racines des arbres. Et pourtant, c'est un rôle qui est très important sur cette zone de biodiversité. Et le dernier point sur lequel on travaille, c'est cette logique d'ancrer l'impact dans la durée. Quand on a créé l'ISAQUA début 2018 à 3, on savait qui on était, on savait ce qu'on voulait faire et on savait pourquoi on le faisait. En revanche, aujourd'hui, on est plus de 30. On a des partenaires externes, on a des clients, on a des fournisseurs. Et du coup, on veut s'assurer que l'idée et la dynamique, la convection d'origine reste sur les différentes étapes de croissance. Donc, on est en train de formaliser une gouvernance pour s'assurer que la direction, la trajectoire impact est bien respectée. Donc, on met en place un comité impact qui va travailler vraiment sur ces sujets environnementaux, RSE, ESG. On a travaillé sur les valeurs de l'entreprise avec tous les salariés dans une logique de co-construction pour vraiment ancrer ce qui nous rassemble et ce pourquoi on se démène et on se bat au quotidien. Et dans cette logique, on est en train de préparer une certification B Corp, donc, qui est une certification très exigeante, mais qui prend en compte les aspects environnementaux, mais également les aspects sociétaux, la relation avec les parties prenantes, avec les salariés, les clients, les fournisseurs, les collectivités, pour vraiment créer structurellement, donc c'est des choses qui apparaissent dans les statuts, qui apparaissent dans la gouvernance, qui apparaissent dans les règles, les procédures internes, pour vraiment faire que l'ISAQUA soit une société à impact sur le long terme et puisse toujours communiquer sur son impact de manière fiable et transparente dans la durée. Voilà pour les principaux points. Je pourrais en parler encore des heures, mais je vais peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions. Merci Gabriel, c'était passionnant. Enfin, je pense que mon avis sera partagé par tous les autres. Je vais juste arrêter l'enregistrement et puis on va passer aux questions si vous voulez. Ça marche. Alors, hop.